Chapitre 18. Errance et piraterie. San Martin va nous manquer, se lamentait Espinosa. Il était bon astronome et grand expert en matière de portulans et de cartes. Je saurais très bien m'orienter, répondit sèchement Carvalho. Et comment ferons-nous sans notre interprète? Pigafetta a établi un lexique. Il se fait parfaitement comprendre des indigènes, comme d'ailleurs la plupart d'entre nous. Carvalho tenait ferme la barre du gouvernail de la Trinidad, qu'il n'avait voulu confier à aucun autre pilote, bien qu'il se considérât comme le nouveau capitaine général. Il avait gardé près de lui Espinosa pour mieux l'avoir à l'œil, car il le sentait susceptible de devenir son rival à la tête de l'escadre. Il va falloir nommer 2 capitaines pour commander la Concepción et la Victoria, dit Espinosa, comme pour justifier les soupçons de son compère. Un seul suffira. Comment cela? Nous étions 265 hommes au départ de Tenerife. Nous ne sommes plus que 115 aujourd'hui, soit l'effectif de 2 équipages. Le navire le plus mal en point doit être sacrifié, et c'est la Concepción. Mais vous auriez pu m'en parler, s'exclama Espinosa. N'est-ce pas ce que je fais? Répliqua Carvalho. Je veux dire, pour que nous en discutions. Que voulez-vous discuter? Le dialogue en resta là, le jugement de Carvalho sur ce point n'étant guère contestable. À 18 lieues de Zoubou, au large de la grande île de Bohol, sur la berge d'un discret îlot, les navigateurs transbordèrent le contenu de la Concepción sur la Trinidad et la Victoria. Puis, le feu fut mis à la vieille carcasse. Bouleversant spectacle. Pour les survivants de l'épopée, qui venaient de passer presque 2 ans sur cette forteresse flottante, ce n'étaient pas des mauvaises planches qui brûlaient. Ce qu'ils perdaient, c'était leur foyer, c'était leur patrie. Ils s'étaient regroupés pour pleurer. Silencieux, compatissants, respectueux de leur douleur, les hommes de la Trinidad et ceux de la Victoria se tinrent à l'écart jusqu'au moment où Carvalho héla le capitaine d'équipage de la Concepción. Juan Sebastián del Cano, dit Carvalho, tu commanderas la Victoria. Cette nomination d'un Espagnol par un Portugais effaçait la rancœur qui pouvait survivre de la lointaine mutinerie de San Julián. Elle fut unanimement acclamée. La répartition des 3 équipages entre les 2 navires se fit dans l'enthousiasme. Espinosa ne trouva pas l'occasion d'élever la moindre objection. La Trinidad ouvrira le chemin. Vous n'aurez qu'à me suivre, dit Carvalho à Del Cano, quand le moment fut venu de hisser les voiles. Alors commença un étonnant voyage à travers la mer de Soulou en direction du nord-ouest, tandis que les cartes de Magellan situaient les Moluques au sud-ouest. Quelle route Carvalho cherchait-il? Les escales dans des îles trop pauvres ne permettaient pas toujours aux navigateurs de se ravitailler. Après plusieurs semaines de mer, la famine menaçait. Et les pires fortunes secouaient la petite escadre, réduite à 2 unités, mais par bonheur, comme sur l'Atlantique, Saint-Anselme veillait, sous forme d'une lumière éclatante, au-dessus des mâts. Le 9 juillet 1521, la Trinidad et la Victoria entrèrent dans le port d'une île si grande qu'un prao, c'est-à-dire une barque à balancier en usage dans cette partie du monde, mettait 3 mois pour en faire le tour. Des messages du roi accueillirent chaleureusement les voyageurs. Des cadeaux furent échangés. Puis les arrivants furent invités à monter sur des éléphants couverts de soie pour être conduits d'abord à la maison du gouverneur, ensuite au palais du roi, une forteresse défendue par une puissante artillerie. Le roi Siripada, un homme de 40 ans, fort gras, était en permanence gardé par 300 guerriers en armes. Il trônait dans une chambre difficilement accessible, et pour lui parler, il fallait se soumettre aux règles d'une étiquette contraignante et complexe. Les navigateurs parvinrent, cependant, à engager des négociations avec le potentat, et, dans les jours qui suivirent, ils purent emmagasiner des vivres dans les cales de leurs navires. Les voyageurs se sentaient en sécurité dans ce port où le commerce des marchandises était assez réduit. Aussi, quelle ne fut pas leur surprise, le lendemain matin, 29 juillet, lorsqu'ils virent leur nef entourée de quelques 200 praos et d'autant d'embarcations plus petites. Alerte! Siripada a endormi notre vigilance, s'écria Carvalho du haut de la dunette. Peut-être pourrions-nous parlementer, suggéra Pigafetta, qui l'avait rejoint. Mais déjà le capitaine donnait l'ordre de lever les voiles, ce qui fut fait en même temps sur les 2 navires avec une telle rapidité qu'une ancre dut être abandonnée.
La Trinidad, suivie de près de la Victoria, venait à peine d'achever la manœuvre qui allait lui permettre de gagner la haute mer quand elle vit surgir sur elle toute une flotte de grosses jonques. Nous ne nous laisserons pas enfermer entre les jonques et les praos, cria Carvalho. Canonniers à vos postes. Toutes voiles déployées, les caravelles et les jonques se précipitaient à leur rencontre les unes des autres. Feu ordonna Carvalho, lorsqu'il jugea la distance convenable. Quelques jonques s'enfoncèrent doucement dans les flots, d'autres se cabrèrent avant de sombrer. Nombre de leurs occupants furent tués sur le coup ou projetés à la mer et noyés. La Trinidad continua d'avancer sur la lancée, et Carvalho se rendit maître de 4 embarcations légèrement endommagées qui n'avaient pu prendre la fuite. Parmi les prisonniers que Carvalho fit monter à son bord se trouvait le prince de l'île de Luçon, qui exerçait pour le roi de Sirapada les fonctions de capitaine général. Nous revenions d'une expédition au sud de l'île, déclara fièrement le prince. Nous n'avions nullement l'intention de vous agresser. Carvalho n'en réclama pas moins une lourde rançon qu'il chargea le prince d'aller chercher à terre et de lui rapporter s'il voulait obtenir la liberté de 16 hommes et de 3 femmes qu'il retenait captifs. Mais le prince ne revint pas. À sa place, Carvalho vit arriver, dans une minuscule barquette, l'un de ses compagnons, un charpentier français nommé Ripart, que, dans sa précipitation à lever l'ancre, il avait oublié dans le port. Le roi Siripada est furieux, dit Ripart. Il n'a jamais songé à vous attaquer. Il m'a fait voir ce que contenaient ces praos. Des têtes humaines, oui, de pleins paniers de têtes, les têtes des ennemis d'une ville voisine. Quand il fut revenu de sa surprise, Carvalho s'écria. Eh bien, tant pis, ce qui est fait, et je ne réclame pas moins une rançon. Siripada refuse de vous la verser. Ah, il refuse, c'est-à-dire que, capitaine, je n'étais pas seul à terre quand nos navires sont partis. Nous étions 4 là-bas, il en reste 3. Au diable les imprudents. Votre fils est l'un des 3, capitaine. Carvalho essaya vainement d'engager des pourparlers. Il eut beau tout promettre, Siripada se montra intraitable et chacun garda ses prisonniers. La flottille reprit la mer. Mais, après 2 années de loyaux services, les nefs étaient fort fatigués. Il fallut les abattre en carène dans une île où le bois ne manquait pas. Les travaux d'inspection, d'entretien et de réparation des coques durèrent 42 jours, et l'errance zigzagante à travers la mer de Soulou continua. Un jour, Carvalho donna l'ordre de voler le contenu d'un prao plein de fruits de coco qui allait à Bornéo. Une autre fois, il attaqua et pilla une grosse jonque, puis il fit tuer 7 hommes pour se rendre maître d'une nef dite Binidaï. Mon Dieu, si Magellan voyait ce que nous laissons faire, dit Espinosa ad Elcano. Magellan était un chef, il savait ce qu'il voulait, il avait un idéal. C'est vrai, concéda Delcano. Jamais il n'aurait toléré de femme à bord, alors que notre glorieux capitaine s'est approprié les 3 prisonnières. Bien qu'ils eussent été, lors de la mutinerie de San Julian, dans des camps opposés, les 2 hommes s'estimaient, et la nécessité de mettre un terme aux agissements de Carvalho les rapprochait. Non seulement nous avons fui Bornéo comme des capons, reprit Delcano, mais nous nous conduisons maintenant comme de médiocres pirates et nous ne cherchons même plus la route des Moluques. Carvalho n'accepte pas que nous étudions les cartes avec lui. Cela ne peut plus durer. Vous savez que le mécontentement gronde sur nos 2 nefs. Oui, les équipages sont prêts à le destituer. Nous pourrions favoriser ce mouvement, bien sûr, en respectant les règles. Tous les marins furent consultés. Gomez de Espinosa fut nommé capitaine de la Trinidad, Sébastien Delcano capitaine de la Victoria, et, dans leur grande sagesse, les équipages leur adjoignirent un 3e homme, le pilote Pansero, promu au rang de gobernador de l'Armada. Lorsque ce triumvirat signifia à Carvalho qu'il était déchu de son commandement, 6 mois s'étaient écoulés depuis le départ de Zoubou.